la Journée internationale des personnes handicapées sur fond de plaidoyer pour la prise en compte des droits des personnes vivant avec un handicap dans les politiques locales de développement au Burkina Faso, les temps forts de l'événement hier à Kaya dans ce journal. Aux États-Unis, Michael Flint défend son sort devant la Cour fédérale à Washington. L'ancien conseiller à la sécurité de Donald Trump, inculpé pour déclaration fausse, imaginaire et frauduleuse, plaide coupable. Et puis l'on parle également dans ce journal d'un symposium sur la science et les technologies pour présenter à la communauté scientifique internationale les résultats de recherche pour anticiper et faire face au changement climatique. Un invité pour nous en parler, le docteur Omar Sanogo, est le directeur général adjoint du CNRST. Bonjour docteur. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour les actualités de cette mi-journée sur la télévision du Burkina. Un très bon appétit à vous qui êtes à table. Cela dit, célébration de la Journée internationale des personnes handicapées qui offre une autre opportunité d'interpeller les autorités nationales sur une intégration effective des droits des personnes vivant avec un handicap dans les politiques locales de développement. Un plaidoyer mené hier à Kaya à l'occasion de cette journée, au cours de laquelle des personnes physiques et morales intervenant dans la promotion des droits des personnes handicapées sont distinguées. Konsoun Koulibaly, Ismaël Diloma, Sirima. Les personnes vivant avec un handicap honorées à Boulsa. C'était à l'occasion de la journée internationale qui leur est dédiée. Les enfants handicapés et scolarisés qui ont de bonnes performances à l'école ont reçu des vélos. Des handicapés moteurs ont aussi reçu des engins pour mieux se déplacer. Ça nous donnait beaucoup la joie parce que cette journée-là, il y avait beaucoup de populations qui ont sorti, surtout les autorités. Ils ont sorti pour nous soutenir. Ces dons sont l'œuvre de l'OCADES, une organisation caritative confessionnelle qui a saisi l'occasion pour faire un plaidoyer. En organisant cette journée de plaidoyer, c'est dans le but d'interpeller les acteurs de la localité pour qu'ils intègrent les personnes handicapées dans leurs activités de développement durable. Face à ces doléances, les autorités provinciales semblent avoir pris les devants. J'ai lancé un appel au niveau des collectivités. Ils sont en phase de relecture des différents plans communaux de développement. C'est déjà à ce niveau, puisqu'ils doivent faire la promotion du développement à la base, les communes, à ce niveau déjà de prendre en compte la promotion et la protection des droits des personnes handicapées. Si ces mesures venaient à être observées, elles pourraient répondre à un plaidoyer des personnes handicapées. Celui de voir engager dans l'administration burkinabé davantage de personnes vivant avec un handicap. Voilà. Et puis cette autre interpellation, et cette fois depuis Yako, celle sur la situation des personnes du troisième âge. Le tableau dépeint est plutôt sombre. Les personnes âgées sont de plus en plus victimes d'exclusion pour des allégations de sorcellerie. La journée contre l'exclusion sociale est donc une occasion de venir en aide aux multiples centres d'accueil avec des produits de première nécessité. Issa Kafando, Sanoua Christine Koulibaly. C'est une cérémonie sobre mais qui sert de tribune à l'Association pour le bien-être des familles vulnérables et ou indigènes pour mettre en lumière, si besoin en était, le phénomène de l'exclusion sociale dans la province du Passoré. Une province où la marginalisation des personnes du troisième âge est plus que d'actualité. Au niveau des statistiques, Yako c'est vraiment une province où la couche vulnérable est plus les personnes âgées. Parce qu'ils sont souvent victimes à des allégations de sorcellerie. Les phénomènes avaient diminué lorsque le gouvernement a engagé la lutte contre l'exclusion des personnes âgées. Mais aujourd'hui, le phénomène a repris de plus belle. On accuse les vieilles de sorcellerie, alors qu'il y a des jeunes qui font pire, mais qui ne sont pas inquiétés. Ce sont les vieilles qui sont toujours indexées. D'où l'interpellation des plus hautes autorités à se pencher sur la question dans le Passoré.
Traditionnellement, dans nos sociétés, ce sont des gens qui, par leur expérience, pouvaient guider la jeunesse. Il faudrait que l'on remette au goût du jour ces valeurs-là, faire de la personne âgée, une personne expérimentée, une personne capable de donner des enseignements, parce qu'eux, ils ont déjà vécu. Au cours de cette cérémonie marquant la commémoration en différé de la Journée mondiale de la personne âgée, l'Association pour le bien-être des familles vulnérables et ou indigènes a remis aux structures d'accueil des victimes d'exclusion des produits de première nécessité. Et l'on parle de cette rencontre de planification et de revue du projet AFT de l'Organisation mondiale de la santé à Ouagadougou. Des praticiens de la santé familiale de plusieurs pays font le point de la mise en œuvre du projet, un projet qui consiste à renforcer le planning familial. Les acteurs se planchent donc sur les plans nationaux de travail dans différents pays. On voit cela avec Gilles Dasda et Sanoua Christine Koulibaly. Venus de 7 pays, ces cadres des ministères de la Santé, praticiens et spécialistes de la santé familiale et de la reproduction tiennent leur réunion d'examen et de planification. Ils vont surtout faire le point sur les progrès réalisés par pays après un an de mise en œuvre du projet dénommé AFSTIS, un projet de l'Organisation mondiale de la santé qui vise à renforcer les programmes de planification familiale des pays bénéficiaires. On sait qu'il y a beaucoup de besoins encore non satisfaits en matière de contraception et nous avons l'opportunité de bénéficier de cette initiative. Cet atelier fait partie du processus normal de suivi de la mise en œuvre de l'initiative. Le Burkina Faso est l'un des pays dont les indicateurs de santé maternelle et infantile sont préoccupants et en matière de planification familiale, nous avons des besoins non satisfaits qui demeurent parmi les plus élevés de la sous-région. AFSTIS est un projet qui enjoint à des obligations de résultats. Il est financé par la Fondation Bill et Melinda Gates avec l'accompagnement de bien d'autres partenaires. Quand nous avons formé ces formateurs, les formateurs sont partis maintenant faire des formations dans leurs pays respectifs en cascade. Rendre les contraceptifs accessibles au plus grand nombre, notamment aux adolescents et aux jeunes, c'est la raison d'être du projet prévu pour durer 3 ans. Il concerne la Côte d'Ivoire, l'Éthiopie, l'Ouganda et le Burkina Faso. Les 3 autres participants étant des pays facilitateurs. Ouagadougou accueille du 4 au 8 décembre prochain un symposium international sur la science et les technologies autour du thème changement climatique et prévention des ressources et préservation des ressources naturelles. C'est une rencontre qui devrait permettre, entre autres, de mettre à la lumière les résultats de la recherche pour faire face au changement climatique et pour parler de l'événement, bien sûr, qui va réunir des spécialistes et décideurs politiques ainsi que des partenaires au développement du Burkina Faso. À Ouagadougou, nous recevons sur le plateau de ce Midi Magazine le docteur Omar Sanogo. Il est le directeur général adjoint du CNRST. Bonjour docteur. Bonjour madame. Et bienvenue sur le plateau du Midi Magazine. Merci. Alors pour commencer, jusqu'ici, quelle a été la contribution de la recherche scientifique et des technologies à la lutte contre les changements climatiques au Burkina Faso? Alors au niveau du Burkina, les chercheurs mettent au point des technologies et qui sont transférés donc vers le monde du développement pour justement faire face au changement climatique. À l'exemple, je pourrais donner des semences résistantes donc justement aux questions relatives au changement climatique et qui permettent donc de faire face au changement climatique. Et quand on parle de résilience des populations au changement climatique, quelle peut être la contribution du domaine de la recherche scientifique? Alors donc c'est toujours la même idée, la recherche met au point, si vous voulez, des connaissances, arrive à des connaissances qu'elle partage avec l'ensemble de la population, l'ensemble de la communauté nationale et internationale. Et donc ces connaissances doivent servir justement aux populations
pour s'adapter aux questions de changement climatique, ou en tout cas pour mieux affronter les effets néfastes donc, des changements climatiques. Je peux donner des exemples, par exemple, sur les connaissances endogènes qui sont souvent utilisées par nos populations, mais qui ne sont pas codifiées. La recherche, justement, cherche le fondement donc, de ces questions, de ces connaissances endogènes, et les traduit sous forme, par exemple, de fiches techniques qui sont mises à la disposition des populations ou qui sont mises à la disposition donc, des vulgarisateurs, des ministères techniques pour donc, les diffuser. Alors le symposium international qui ouvre ses portes demain à Ouagadougou sur la science, c'est un symposium international sur la science et les technologies, et le thème cette année c'est changement climatique et préservation des ressources naturelles. Ce symposium qui est le deuxième genre, pourquoi? Alors, donc, le symposium est une activité d'animation scientifique donc, au niveau du Centre national de la recherche scientifique et technologique qui vise à soumettre, si vous voulez, l'ensemble des résultats et des acquis des chercheurs à la communauté scientifique internationale pour les valider. On veut éviter d'être entre nous, c'est d'être avec d'autres scientifiques qui vont donner une caution, une crédibilité aux résultats que nous avons acquis. C'est à partir de là, de ces résultats validés, que nous pouvons justement passer le témoin aux structures de vulgarisation pour qu'ils diffusent ces résultats auprès des populations. C'est la raison donc de ce symposium. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée des résultats qui seront soumis justement à la communauté scientifique? Les résultats sont dans différents domaines. Dans le domaine de la santé, vous avez des résultats sur le développement de certaines maladies nouvelles liées justement à l'augmentation de la température qui seront présentées. Dans le domaine, je disais tantôt, de domaine de l'agriculture, on a de nouvelles semences résistantes qui seront donc soumises. Les résultats de leur évaluation seront soumis un peu donc à la communauté scientifique. Dans le domaine de l'énergétique, on a aujourd'hui des technologies qui n'utilisent plus les énergies fossiles, souvent cause donc de ces problèmes de changement climatique. Donc ces résultats seront soumis aussi donc à la communauté scientifique et aux technologues et à l'ensemble de la société. Et il n'y a pas longtemps, on disait qu'il y avait beaucoup de recherches que les chercheurs ne trouvaient pas. Est-ce qu'on peut dire que les chercheurs trouvent aujourd'hui? Oui, c'est un slogan auquel nous sommes habitués. Mais en fait, en réalité, le Burkina peut être fier de ses chercheurs parce que si vous demandez aujourd'hui aux populations locales quels sont les apports de la recherche dans le développement de leur production, ils seront les meilleurs défenseurs de la recherche. Vous avez parlé d'une communauté scientifique qui sera là. Il y a également des décideurs politiques qui vont se joindre au débat. Pourquoi la présence des décideurs politiques dans une réunion de scientifiques? Alors, au-delà des aspects scientifiques, il y a des tables rondes. Nous organisons des tables rondes sur des questions importantes. Par exemple, le financement de la recherche pour faire face au changement climatique. Donc là, on ne peut pas discuter de ces questions si les décideurs politiques ne sont pas là. On va aussi regarder quelles sont les thématiques prioritaires sur lesquelles il faudrait que la recherche s'investisse pour l'avenir. Et là aussi, je crois que les décideurs politiques ont des informations qui peuvent transmettre donc aux chercheurs pour que on les oriente vers donc, des thématiques qui sont importantes pour le pays. Et quelles sont vos attentes réelles de ce symposium, Dr Sanogo? Nos attentes, c'est comme je disais au début, c'est valider nos résultats. C'est valider nos résultats, permettre une interaction entre nos chercheurs et les chercheurs de la communauté scientifique, permettre à nos jeunes chercheurs, à nos étudiants de présenter ce qu'ils ont sous la main pour qu'ils aient une caution de la communauté scientifique et aussi que les décideurs comprennent ce que nous avons, qu'est-ce que ça peut faire pour aider le pays pour avancer. Et à l'endroit des populations, parce que les changements climatiques concernent tout le monde, même les populations à la base, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Nous avons des technologies qui seront exposées donc, durant ce symposium et ce sont des technologies dont les populations peuvent s'approprier pour donc résoudre leurs problèmes de tous les jours. Ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être ne serait-ce qu'un, si je prends un exemple aussi simple qu'un foyer amélioré qui utilise moins de bois qu'un autre foyer. Donc voilà quelque chose de très pratique qui peut permettre aux populations d'évoluer, ou même les questions de transformation du beurre de qualité. Aujourd'hui, nous avons trouvé des technologies qui sont beaucoup plus
performante donc, pour la transformation du beurre. Dans le domaine des énergies renouvelables. Et dans le domaine des énergies renouvelables, aujourd'hui, vous avez un réfrigérateur solaire et des chambres froides solaires mises au point donc, par la recherche qui seront exposées. Donc tous ceux qui font de la transformation de la viande, qui font de la conservation de la viande, des produits frais, des légumes, seraient intéressés par ce genre de technologie. De façon succincte, est-ce qu'on peut avoir le programme des activités de ce symposium? Alors, de façon succincte, le premier jour, c'est principalement des thématiques d'ordre général qui seront présentées. Ensuite, tous les jours qui suivent, ce seront des communications scientifiques par les chercheurs. Et les derniers jours, se porteront sur les tables rondes. D'accord. Et des expositions également. Bien sûr, durant tout le Merci, Dr Sanogo, d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ce symposium international sur la science et les technologies autour de la thématique des changements climatiques. Merci et bonne chance pour la suite. Merci. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Les professionnels de la santé des travailleurs sensibilisent sur les risques professionnels et sur leur prévention. C'est le secteur du transport qui est surtout concerné par la présente sensibilisation pour renforcer le partenariat entre l'Office de santé des travailleurs et la Fédération nationale des transporteurs du Burkina Faso. Gérard Somé, Bouma Ernest Nébié pour en savoir davantage. Les risques professionnels sont devenus fréquents dans le domaine des transports, les accidents de la circulation, les maladies entre autres. Pour minimiser ces risques, l'Office de santé des travailleurs OST et la Fédération nationale des transporteurs fédèrent ici leur énergie. Stratégie choisie, la sensibilisation et l'éducation des acteurs du domaine. Nous savons qu'il y a beaucoup de facteurs de risque dans le milieu des transports routiers. Et la prévention des risques professionnels est essentielle, d'abord pour préserver la santé des travailleurs, préserver le matériel, les marchandises, préserver la santé des usagers de la circulation, mais préserver également l'environnement. L'incivisme est un des facteurs aussi limitant les activités des transporteurs. Les accidents de la circulation, quand il y a mort d'hommes, nous ne sommes pas tellement contents. Pour le représentant du directeur général de l'Office de santé des travailleurs, s'adhérer à l'OST est un moyen efficace pour mieux prévenir ces risques professionnels. L'avantage principal, c'est vraiment le bilan santé qu'ils ont périodiquement au cours de l'année. Nonobstant cet état, il y a des examens qu'ils peuvent passer régulièrement faire. L'OST et la Fédération nationale des transporteurs sont parvenus au terme de cette rencontre d'échange et de sensibilisation à un renforcement de leur partenariat. Les populations de Manga sont maintenant bien informées sur les avantages de la télévision numérique terrestre et sur comment bénéficier des chaînes de cette technologie. La société burkinabé de télédiffusion en campagne d'information et de sensibilisation est passée par là cette semaine et les zones d'ombre sont éclairées. Daouda Ouattara, Maïmouna Traoré. Mireille Tagnan vient à cette conférence publique pour mieux s'informer sur la télévision numérique terrestre. C'est le cas également pour ses habitants de la ville de Manga. Ils ont tous entendu parler de cette technologie, mais ils ne connaissent pas les avantages et ne savent pas non plus comment en bénéficier. Je n'avais pas trop de connaissances sur la TNT, mais grâce à la conférence, je sais qu'à travers ces nouvelles fonctionnalités-là, on peut encore plus avoir beaucoup plus d'images et de sons et également s'aligner beaucoup sur le plan international. Il ne faut pas toujours être en arrière. Le message que j'ai à lancer, c'est d'interpeller toute la population, et surtout se renseigner, de savoir quelles sont les dispositions qu'elle doit prendre pour être prête et s'intégrer dans la TNT. La conférence a porté sur le thème « Le Burkina Faso entre bientôt dans la TNT, soyez prêts ». Une conférence théorique mais aussi pratique avec cette démonstration sur les techniques de branchement des équipements. On a vu vraiment l'intérêt qu'ils avaient pour cette nouvelle technologie et on s'est réjoui vraiment de pouvoir les apporter la bonne information. Et on sait qu'à leur tour, ils pourront aussi conseiller ceux qui sont autour d'eux et bien sûr prendre les dispositions pour vraiment faire de cette TNT-là une réussite. La région du centre-sud abrite 2 stations de diffusion. Celle de Manga est déjà installée, la station de Pau est en construction.
Nous allons dans le sud-ouest pour nous intéresser un peu plus à la vie des jeunes de la région. Dans la commune rurale de Kwéré, située à proximité du Ghana et de la Côte d'Ivoire, par exemple, la tentation est grande pour la jeunesse d'aller à l'aventure dans ces pays voisins. Et pour ceux des jeunes qui résistent à cette tentation d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, ils essaient de gagner leur vie dans les petits métiers et contribuent ainsi au développement de la commune. Zoom sur la jeunesse de Kwéré avec Madou Ouedraogo et Dimitri Badini. Kwéré est une commune rurale de la province du Numbiel et fait frontière avec le Ghana et la Côte d'Ivoire. Dans cette zone frontalière avec ces pays côtiers, nombreux sont les jeunes qui sur place se font de bonnes affaires, notamment dans l'agriculture, le commerce et dans les métiers. Ce que moi je fais comme travail ici, c'est la mécanique. Donc vous pouvez le constater, c'est mon atelier comme ça. Voilà, je me débrouille dans la mécanique et dans la vente des pièces détachées. Voilà. Le prix que je gagne là, je me contente de ça. Je peux dire que bon, par jour, je peux gagner, je peux rentrer avec, disons, une somme de 15 000, souvent si ça va, 25 000. Voilà. Mais pour mon ravitaillement de matériel, c'est à Bobo que je m'en vais me ravitailler. Jean-Paul Sommet, mécanicien de son état, en plus de son atelier, est aujourd'hui propriétaire d'un moulin et d'un maquis-restaurant. Contrairement à lui, certains jeunes sont tentés par l'aventure vers les pays voisins, chose pas toujours opportune pour bon nombre. C'est le cas de Tangba Sommet qui, après avoir trimé son succès au Ghana, est rentré au pays où il gagne sa vie dans la coiffure. J'étais allé à la recherche du mieux-être, mais il s'est trouvé que ça n'allait pas. Donc précisément en 2008, je suis revenu au pays. Quand j'ai commencé à coiffer, ça m'aide beaucoup. Malgré que la commune n'est pas très développée, mais je me débrouille dans la coiffure. En tout cas, je regrette d'avoir perdu mon temps à l'aventure. Dans cette partie du Burkina, nous confie le maire de la commune, il y a un important flux de la jeunesse vers ces deux pays voisins, une situation liée à la recherche du mieux-être. Cependant, l'on dénote une diminution des migrations de la jeunesse ces dernières années. Ils ne sont pas nombreux encore ceux qui quittent la commune de Kwéré pour aller à l'aventure. Plusieurs facteurs. La proximité des pays voisins fait que, bon, quand ils vont là-bas, avec la Côte d'Ivoire surtout, il y a on recherche beaucoup de main d'œuvre là-bas, à les plantations pour chercher un mieux-être. Parmi ces départs massifs des jeunes à l'aventure, certains reviennent investir au pays, une initiative contribuant au développement de la commune. Ils apportent beaucoup de choses à la commune, le fait qu'ils viennent investir. Dans le domaine des infrastructures, et dans la commune de Kwéré, il n'y a pas de problème d'infrastructure, que ce soit les logements, l'investissement de nos frères qui sont de l'autre côté là, apportent un plus. Prenant en exemple le mécanicien Jean-Paul, le maire atteste que l'Eldorado n'est pas forcément à l'étranger et qu'on peut y gagner sa vie en restant chez soi. Il invite par ailleurs la jeunesse partie pour l'aventure à songer le venir et participer au développement de leur patrie. En culture, le FESPACO a 50 ans en 2019. C'est une étape importante qui devrait marquer les esprits. Des réflexions se mènent déjà sur ce cinquantenaire et c'est à ce titre que les responsables de la structure et l'OIF conviennent d'interroger à Ouagadougou le rôle et la place du FESPACO dans le développement de l'expression cinématographique et audiovisuelle. Et au bout des discussions, les professionnels du 7e art africain et de la diaspora formule des recommandations pour l'organisation inclusive de la prochaine biennale du cinéma africain à Ouagadougou. Roger Kam, Kadi Sanogo. Le FESPACO aura 50 ans en 2019 lors de la 26e édition qui se tiendra du 23 février au 2 mars 2019. Pour réussir ce cinquantenaire, les professionnels du cinéma africain et de l'audiovisuel du continent et de la diaspora, les partenaires techniques et financiers comme l'Organisation internationale de la francophonie et les journalistes se sont retrouvés à Ouagadougou pour réfléchir sur cet événement. 3 jours durant, ces acteurs du 7e art, à travers des panels, des conférences et des travaux en groupe, ont fait le tour complet des différents axes de l'organisation de la prochaine biennale du cinéma africain. La rencontre a abouti à des recommandations
pour le repositionnement de ce patrimoine continental. Il faut que nous travaillions à faire en sorte que les professionnels africains soient de plus en plus impliqués dans l'organisation du FESPACO. Le FESPACO n'est plus burkinabé seulement, le FESPACO est africain. Ce que je retiens, c'est l'énorme générosité, l'énorme ouverture et transparence dans les discussions et les débats qui nous ont permis d'aller très loin, qui nous ont permis de vraiment nettoyer les blessures qui existent. Cet atelier international de réflexion sur les cinquantenaires du FESPACO a été bien apprécié aussi bien par les anciens délégués que par l'une des pionnières. Le 50e anniversaire va être un succès. Déjà, je me permets de le dire. En tant que membre fondateur, vous pouvez comprendre toute mon émotion et toute ma joie de voir que 50 ans après, je ne savais pas que je serais encore vivante pour voir le 50e anniversaire. Et ça, je rends grâce à Dieu de me donner cette chance-là encore, d'être à côté du bébé que j'ai vu naître. Un cinquantenaire d'avenir. Et de ce point de vue, je crois que les objectifs sont atteints et je ne peux que m'en féliciter. Au cours de cette cérémonie de clôture, le représentant du président du FASO a annoncé aux cinéastes du continent que le président Roch-Marc Christian Kaboré s'engage à les accompagner pour la réussite du cinquantenaire du FESPACO. Actualité hors de chez nous, aux États-Unis, Michael Flint plaide coupable. L'ancien conseiller de Donald Trump est inculpé pour déclaration fausse, imaginaire et frauduleuse. Des soupçons qui l'ont poussé à la démission à peine nommé comme conseiller à la sécurité nationale. C'est un nouveau rebondissement qui pourrait faire vaciller la présidence de Donald Trump. Michael Flynn, son ancien conseiller à la sécurité nationale, a reconnu avoir menti au FBI sur ses contacts avec la Russie. Présenté à un juge, il a plaidé coupable. À en croire ABC News, il serait même prêt à dire devant la justice que c'est à la demande de l'actuel président américain qu'il a pris contact avec les Russes en pleine campagne électorale. L'acte d'inculpation de l'ancien conseiller est sans appel. Michael Flynn, peut-on y lire, a obstinément et sciemment émis des déclarations qui sont matériellement fausses, imaginaires et frauduleuses. Il encourt jusqu'à 5 ans de prison. Engagé très tôt dans les rangs du candidat républicain, il avait notamment rencontré l'ambassadeur russe aux États-Unis, des contacts qui accréditent la thèse d'une ingérence de la Russie dans la campagne électorale américaine pour favoriser la candidature de Trump au détriment d'Hillary Clinton. Et pour refermer ce journal, ce communiqué, il est porté à la connaissance de l'ensemble des corps constitués invités à la cérémonie officielle d'hommage à son Excellence, M. Youssouf Ouédraogo, ancien Premier ministre du Burkina Faso, décédé le 17 novembre 2017 à Abidjan, initialement prévu pour le mardi 5 décembre 2017 à 8 h au Premier ministère, aura lieu le lundi 4 décembre 2017 à 17 h au même lieu. À cet effet, la Direction générale du protocole d'État convie les dites personnalités le lundi 4 décembre 2017 au Premier ministère à partir de 16 h. Leur limite d'arrivée est fixée à 16h30. La Direction générale du protocole d'État informe par la même occasion que des hommages publics seront rendus à l'illustre disparu le mardi 5 décembre 2017 à 11 h à Tikare, province du BAM. Que son âme repose en paix. Fin de cette session d'information. Merci de nous avoir reçus chez vous. Toute l'équipe du 13h se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne journée dominicale.